Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Laure. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir dans les somptueux locaux de l'Intercontinental Hôtel-Dieu à Lyon, Laure Seda. Laure, vous êtes administratrice de structures culturelles, vous avez fait une grosse partie de votre carrière professionnelle dans le milieu culturel, on va en parler. Et vous êtes aussi la co-dirigeante d'une institution lyonnaise qu'on adore nous à l'équipe des Lyonnes, c'est le Café 203. Tous les bons Lyonnais connaissent le Café 203, et le Café 203 Opéra et Fulchiron évidemment. Donc en fait vous avez plein de choses à nous raconter sur comment ça se passe, le pouls de la ville, comment se passe le fait d'être un acteur comme ça du milieu culturel et du milieu associatif et du milieu lyonnais. On va parler de tout ça. Mais d'abord, Laure, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous, cette notion d'engagement ? Oui, oui, profondément, et j'ai envie de dire même toujours plus. Toujours plus. Depuis toujours, parce que je crois que le milieu culturel est un milieu associatif, un milieu qui est propre à l'engagement. C'est une certitude. Je crois que la culture et le beau peuvent changer le monde, peuvent nourrir les gens. Donc c'est un choix de cœur que je fais depuis toujours. Et puis aujourd'hui, encore plus, parce que depuis la disparition de ma fille Iris et de son petit ami Warren qui sont décédés il y a 2 ans sur le quai Joffre, percutés par un chauffard. Je crois que je me suis engagée encore autrement, sociétalement peut-être encore plus fort, pour la justice, pour la vérité, pour la sécurité aussi. Donc oui, profondément avec le cœur, et aujourd'hui toujours plus sociétalement et pratiquement politiquement pour que ça change. Oui, alors cet engagement, effectivement, vous l'évoquez, il a changé, enfin parce que votre vie a changé, donc vous avez été quelque part, malgré vous, obligé de prendre la parole. C'est quelque chose que vous aviez imaginé, de devoir prendre la parole pour des sujets, ou ça vous est tombé dessus un petit peu par hasard. Est-ce que c'est des choses, on n'est jamais préparé évidemment, mais qu'est-ce que ça change de devoir s'engager ? En fait, c'est pas tout à fait comme vous dites. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que oui, j'ai été forcée peut-être d'envisager ma vie différemment. Ça, c'est une certitude, parce que quand on vit une tragédie comme la nôtre, tout change. Et s'apercevoir qu'on a en soi assez de force, assez de courage aussi, assez de mots pour pouvoir porter quelque chose que d'autres familles ne pourront pas faire parce qu'elles n'en ont pas ni les ressources ni la résilience. Pour moi, à un moment, ça s'est vraiment imposé. Ce que je fais aujourd'hui avec la maman de Warren, Jessica, je me suis pas dit que j'allais le faire un jour, tout simplement parce que on se dit jamais qu'un de nos enfants vont mourir. En fait, la vie est là pour nous rappeler en toute humilité qu'on n'est pas grand-chose et que le temps passe vite et que la vie est fragile. Et du coup, aujourd'hui, je crois que c'est relevé de tout ça que je découvre en moi une force qui était certainement là, qui a été solidifiée au cours des années par mes engagements précédents et qui aujourd'hui s'impose et doit s'imposer, parce que je me rends compte que des gens comme moi, lorsqu'ils témoignent, ont plus de force. Et je crois que cette motivation à être entendue, à être écoutée, à obliger peut-être parfois les médias, mais aussi les pouvoirs publics à être à la hauteur, à avoir du courage politique, aujourd'hui, moi, je serai là. Je suis engagée, je suis déterminée, je suis convaincue que je peux faire quelque chose à mon petit niveau pour d'autres que moi. Qu'est-ce qui est compliqué quand on doit prendre la parole ? Je pose la question, Laure, bien évidemment, en dehors. Je mets de côté, entre guillemets, la question du drame qui vous touche. Mais qu'est-ce qui est compliqué dans la démarche de devoir prendre la parole ? Parce que, vous savez, nous, c'est une émission qui traite de cette prise de parole des femmes dans le débat public, dans la société. Donc, on essaie de s'interroger sur les ressorts qui sont en nous. Mais qu'est-ce qui est compliqué ? C'est de ne pas avoir la recette, c'est d'être bien entouré. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de cette prise de parole un peu officielle dans le débat public ? Moi, je pense que cette prise de parole, oui, elle est pas forcément innée,
Parce que les femmes n'ont pas forcément beaucoup de place, en fait, de manière naturelle. Elles sont déjà très occupées. En fait, les femmes sont très engagées. Elles ne s'en rendent pas compte, mais elles sont extrêmement engagées dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, moi, à mon niveau, j'ai pas de recette, en fait. C'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a des moments, il y a des personnes, il y a des rencontres, il y a des gens qui nous donnent confiance, il y a des structures qui peuvent accompagner. Je pense que les Lyonnes font beaucoup pour ça, pour la confiance, pour l'accompagnement, pour le soutien. Ça veut dire que les femmes, pour se déployer et avoir tout leur potentiel, doivent finalement être sécurisées, être soutenues. Et je pense que c'est pas une question de recette, en fait. C'est une question et d'environnement, et de ressources personnelles, et de circonstances. Et parfois, ce qui se passe, c'est que les choses se cristallisent finalement. Et le potentiel peut se déployer parce que les éléments sont en place. Je pense que je suis très bien accompagnée et je suis très soutenue. Et ça compte énormément. Vous trouvez que les femmes, elles ne sont pas assez présentes dans le débat public, d'une manière générale en France, à l'aune de votre expérience professionnelle ou personnelle ? Absolument. Et je pense que c'est problématique. C'est problématique parce que les femmes ont une vision différente, je pense, plus systémique, plus générale, plus humaine aussi, dans la capacité qu'elles ont d'être plus attentives aux autres. Et je crois que ça donne effectivement des modes de gouvernance qui sont très différents, dont la société a infiniment besoin aujourd'hui. On a besoin de la femme sur des postes d'importance et pas seulement sur des postes de second d'ordre ou de témoignage. Non, c'est pas possible en fait. On a besoin que la femme aille plus loin, aille plus haut, parce que je crois que c'est par elle que la société va se transformer. Laure, on va parler un petit peu de votre parcours professionnel et personnel, votre parcours de vie. Mais moi, j'avais envie de vous poser la question, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande ? Eh bien, en fait, je voulais être danseuse. Danseuse étoile ou danseuse... Mais tout à fait. Danseuse étoile avec les pointes et tout ça ? Danseuse étoile. J'ai commencé la danse à 2 ans et demi. Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Bien dans le... Tout de suite. Vous avez un sacré tempérament, vous avez... Je voulais danser, et toute petite. J'étais si petite que je pouvais pas tenir la barre et qu'on m'avait mis une chaise. Ah, carrément. Donc c'est profond comme envie. Je crois sincèrement que la culture et l'art m'ont construite. Vous ont appelé quasiment. Voilà, c'était une évidence. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, j'ai fait du piano, de la danse pendant pratiquement 20 ans. D'accord. Que je crois sincèrement que tout ce milieu-là, la culture, l'art, ont fait de moi qui je suis, avec aussi de la rigueur, en me nourrissant aussi, parce que c'est extrêmement riche en fait. Mais c'était quoi votre ambiance familiale ? On vous a amené tout ça ou c'est vous qui êtes allé chercher ? Mais je crois que c'est un peu des deux, parce que moi je suis vraiment un pur produit de l'immigration. Ouais. Donc complètement slave de tous les pays de l'Europe de l'Est du côté de ma maman et espagnole du côté de mon papa. On est seulement la 2e génération en France. Et puis, moi, effectivement, je pense que mes parents désiraient m'offrir tout ce qu'ils n'avaient pas eu. D'accord. Et effectivement, quand on me rencontre, souvent, on a l'impression que peut-être je viens d'une famille comme ça, qui a tous les codes, etc. Ouais. C'est pas du tout vrai. C'est pas le cas. Okay. C'est pas du tout vrai. Ça veut dire que, par contre, mes parents ont fait en sorte que je puisse faire ce qui me plaisait. Ça veut dire qu'ils m'ont accompagnée, ils m'ont soutenue, ils m'ont aimée aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a solidifiée beaucoup aujourd'hui. Vraiment, ouais. Je pense, oui. Mais par contre, ça veut dire que vous aviez une curiosité à l'art. Vous aviez envie de toucher un petit peu à ça. Je crois que ça a fait sens tout de suite. Ça veut dire que ça permet de se sentir vivante aussi. Ça permet de... c'est quand même extraordinaire. Moi, je pense que l'art et la culture, ça devrait être... on devrait faire de la publicité. On dit 5 fruits et légumes par jour. Et moi, je dirais écouter de la musique classique, aller au musée, aller au théâtre, danser. En fait, on en a besoin parce que c'est une nourriture. Pour moi, c'est une nourriture vraiment de l'âme, du corps, mais pas que. Je veux dire, s'il y avait plus de culture avec un grand C dans notre société, je pense qu'on alimenterait la citoyenneté, on alimenterait les gens même dans leurs émotions, il y aurait plus de mots. Je pense que ça rend la vie et la société plus humaine aussi, et les gens plus citoyens.
Cette culture générale, aujourd'hui, elle nous est nécessaire. Et moi, dans mon parcours, je pense que c'est aussi ce que j'essaie de porter, de se dire... voilà, je m'occupe toujours d'un festival et je me dis, mais oui, il faut que tout le monde ait accès. Parce que peut-être que quand on a les mots, quand on arrive à mettre des mots sur ses émotions, il y a moins de violence. Et ça nous permet à tous de partager ensemble des moments qui sont inspirants. On a besoin d'être inspiré, on a besoin d'être nourri par des belles choses. Et je crois qu'aujourd'hui, cette société, elle souffre de ça. Parce qu'en fait, on baigne dans un environnement qui est tellement anxiogène et sordide à tant d'égards que je crois que la culture, c'est le beau et c'est l'espoir. Et c'est moi qui vous le dis, donc c'est important. Alors, du coup, vous saviez que vous vouliez travailler dans la culture. Vous êtes lyonnaise ? Je suis presque lyonnaise, peut-on le dire. Je suis née en Bourgogne et j'ai rejoint Lyon il y a déjà 25 ans. Donc peut-être suis-je maintenant officiellement adoptée, j'espère. Ouais, en tout cas, les Lyonnes vous ont déjà adopté là. Du coup, vous avez rejoint Lyon et donc vous faites vos études. Vous faites des études de quoi après le lycée ? Eh bien, j'ai eu la chance de faire lettres supérieures, donc des études de lettres classiques assez poussées. Ouais. Donc là, c'est pour moi la révélation. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, comme chacun le sait, ces études supérieures, elles sont... Mais par contre, j'ai adoré ça. D'accord. Parce qu'on rencontre des gens d'une brillance intellectuelle, des gens pour qui les mots, chaque mot a un sens. Et je pense que ça a continué à forger cet amour que j'ai. Ça m'a permis, pour le coup, quand on demande est-ce qu'il y a une recette, je crois que ce type de formation est une formation qui nous aide à parler, à s'exprimer à l'oral comme à l'écrit. Ça veut dire que là, on est dans une sorte de commando du mot. C'est ça. Oui. Et alors, donc vous faites ça, et après vous faites quoi ? Après, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents se sont cotisés pour payer mes études. Parce que oui, je suis boursière, mais ça suffit pas. Ouais. Voilà, moi, c'est un peu un engagement familial à se dire il faut que l'ascenseur social marche, il faut que la petite elle fasse des études supérieures. Et je pense que mes parents auraient rêvé que j'ai l'agrégation ou que je me marie avec un ingénieur, peut-être. Ça marchait aussi dans le système. Okay, ça marchait. Ça et puis j'ai fait des études de lettres. Et puis très rapidement, après mes études de lettres, on vous dit il faut être professeur, madame, parce que c'est à ça que ça mène, toutes les études de lettres. Et moi, ça faisait pas sens pour moi. Ça veut dire que je pense que l'art m'avait tellement nourri qu'il fallait absolument que je sois auprès des artistes et que je sois dans les projets culturels. Et je crois assez naturellement, j'ai eu la chance d'avoir un premier poste chez les chœurs et solistes de Lyon, Bernard Tétu, à l'époque, qui est donc un des grands ensembles vocaux français qui tournait dans la France, dans le monde. C'est-à-dire que j'ai rejoint en 2000 une institution lyonnaise où je suis restée 10 ans, où j'ai tout appris dans un milieu très bienveillant. D'accord. Avec beaucoup de femmes exceptionnelles autour de moi, qui ont été un petit peu mes mamans de travail, comme je dis. Et elles m'ont appris vraiment ce que je suis professionnellement, alors que je pense que ma mère, pour le coup, qui a toujours été très engagée associativement, m'a donné l'autre côté. Ça veut dire qu'avec ces femmes inspirantes, je crois que sur ma dizaine, 20 à 30 ans, ça a vraiment modelé la personne que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont les femmes qui ont été, en tout cas, marquantes dans votre parcours professionnel, plus que les hommes ? Alors, dans mon parcours professionnel, en tout cas, celles qui m'ont vraiment accompagnée, formée et poussée, ça a toujours été des femmes. Des hommes m'ont remarqué. M'ont parfois aidé à atteindre des postes, m'ont parfois aidé à en sortir au sens désagréable du terme. Ouais. En tout cas, dans mon cas, les femmes ont été plus soutenantes, mais je reste persuadée qu'il nous faut les deux. Et cette société, pour que les femmes avancent, il faut des hommes qui soient là et qui les aident et qui soient présents à leur côté. Et dans votre retour d'expérience, du coup, est-ce que le secteur culturel est plus difficile pour une femme que pour un homme, ou c'est le secteur qui est compliqué, qu'on soit un homme ou une femme ? Non, je pense que c'est un secteur qui est plutôt facilitant, finalement, parce que quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, j'étais blonde,
J'étais jeune. Ça n'a pas changé. Non, toujours pas, non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été un problème. Ça n'a pas été un sujet. Ça veut dire que la jeunesse et le fait d'être une jeune femme n'a jamais été un problème. Ça veut dire que j'allais notamment vendre des spectacles à des directeurs de scène nationale qui avaient 3 fois mon âge parfois. Et en fait, je crois que la culture est quand même un milieu particulier en cela, où je crois qu'il y a plein de codes qui n'existent pas à l'intérieur de ce système-là, qui par contre existe dans le reste de la société. Je crois que c'est beaucoup plus libre, parfois beaucoup plus intelligent. Ça veut dire qu'on demande aux gens d'être compétents. Et ça a été très aidant, très valorisant. Donc là, vous avez fait une première partie de votre carrière dans le champ culturel. Vous avez aussi après piloté des festivals. Vous êtes engagé dans le milieu associatif. Vous êtes très engagé aussi dans le milieu associatif lyonnais, dans votre arrondissement, qui est le 5e arrondissement de Lyon. Oui, je suis présidente d'une association qui s'appelle Quartier Saint-Georges, qui promeut le quartier de Vieux-Lyon, de l'autre côté de la cathédrale Saint-Jean, qu'on connaît peut-être un petit peu moins et qui est comme un village. Et puis je suis bénévole et adhérente de toutes les associations de mon quartier. Pour moi, carrément, toutes les associations. Toutes les associations, quasiment. Parce que je sais que vous faites l'aide aux devoirs, je vous ai vu faire, donc je peux en témoigner, je vous ai vu sortir de ça, vous occupez les enfants, vous adorent, ils vous courent tous après dans la rue et tout. Mais je veux dire, aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, mais vous co-dirigez avec votre mari le Café 203, donc c'est un plein temps, je veux dire, c'est un job, quoi, vous êtes... C'est de l'organisation. Moi, j'ai un peu cette impression que plus on fait de choses, plus on est obligé d'être organisé. En fait, ça, c'est une certitude. Et puis, je crois aussi que plus on vieillit, mieux on se connaît. Et mieux on sait gérer son énergie. Donc, je crois que je fais aussi des choix. C'est-à-dire que je cloisonne. Mes semaines sont assez bien réglées pour pouvoir tout faire. Mais oui, pour en revenir quand même à l'aide aux devoirs, je crois qu'aujourd'hui, c'est ma plus belle... c'est pas une réussite, mais c'est ce qui me touche le plus. Ça veut dire que si on me demandait aujourd'hui qu'est-ce qui est important, quelle est votre réussite, je dirais, c'est, je crois, le temps que je passe le lundi avec les enfants. Parce que j'ai l'impression vraiment de faire quelque chose qui est utile à cette société. Ça veut dire que j'ai eu beau gérer des grands événements, aider à gérer deux sociétés avec 40 personnes, et je le fais du mieux que je peux, avec le plus de bienveillance possible. Il me semble que je fais plus pour l'avenir et pour la société en donnant confiance à des enfants de CP, CE1, leur apprenant quels sont leurs atouts, les soutenant, les aidant à lire. Et je crois que si chaque citoyen, chaque adulte faisait un peu comme ça autour de lui, tout à côté de chez lui, je crois que la société irait vraiment mieux, vraiment mieux. Mais c'est aussi beaucoup d'amour que vous leur donnez à ces enfants. Moi, je les ai vus faire. Bah oui, moi je crois que je ne sais pas faire autrement, à vrai dire. Je pense que dans mon système, mon mari me dit tu es attentive, et il le dit comme quelque chose d'assez absolu. Je crois que c'est ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, et sociétalement, ça veut dire que moi j'essaie d'être là, vraiment là, physiquement, mais aussi psychologiquement, dans une bienveillance, dans un soutien. Je crois que ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est donner confiance et donner de l'espoir aussi. On manque de ça. J'ai envie de vous poser la question alors, parce que je suis obligée de l'aborder, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez perdu votre fille il y a 2 ans avec son petit ami Warren. On se dit quand on vous voit, mais comment on peut donner autant de temps aux autres, comment on peut avoir autant d'attention aux autres, autant d'amour aux autres, s'occuper des Lyonnais, alors que finalement on est déjà frappé dans sa chair, dans son cœur, parce qu'on doit surmonter une épreuve personnelle. Comment vous faites tout ça ? Mais je crois que j'ai été pendant 1 an anéantie. Vraiment, vraiment anéantie. Et puis, on est venu me chercher. Les autres sont venus me chercher en disant « Est-ce que tu veux pas t'occuper dans le quartier d'une association ?» Et Saint-Georges, où j'avais décidé quasiment de ne plus vivre parce que c'était devenu insupportable pour moi, ce quartier, parce qu'à chaque rue, j'avais des souvenirs. Finalement, c'est l'engagement, se décentrer de soi, aller vers les autres, qui m'a permis de renouer avec la vie. Et en fait,
il y a tellement de choses à faire, il reste tellement de combats, mais c'est pas forcément des combats. Je pense que l'engagement, c'est aussi un positionnement dans la vie. Moi, aujourd'hui, je crois qu'il faut regarder vers la lumière, je crois qu'il faut se décentrer, il faut avoir cette attention à l'autre. C'est primordial. Je repense à une citation de Christian Bobin que j'aime beaucoup, et je la transforme un petit peu, mais il dit que le courage, c'est d'extraire de soi un petit peu de lumière pour éclairer l'autre qui est perdu comme nous dans le noir. Et ben, je crois que c'est ça. Ça veut dire que moi, je me sens pas une femme courageuse. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que on m'a beaucoup donné, je donne beaucoup, et ça fait sens. Et je crois qu'aujourd'hui, ma résilience personnelle, elle passe par cet engagement aux autres. Ça veut dire que je n'aurais pas réussi. Je n'aurais pas réussi à dépasser ma douleur. Déjà, si je n'étais pas très bien entourée. Parce qu'il faut le dire, j'ai un mari formidable. Oui, tout à fait. J'ai un fils formidable. Un mari formidable. Ça veut dire qu'il y a ça. Et puis, il y a le beau, il y a la culture. Ça veut dire que je crois qu'aussi ça m'a tenue. Ça veut dire que même quand l'innommable et l'indicible arrivent, eh ben, il reste des choses, et ce serait malhonnête intellectuellement de ne pas voir qu'il reste des belles choses, qu'il reste de l'amour, qu'il reste de la solidarité, de la fraternité. Et je crois que ça peut tenir une société, et ça peut changer les choses. Et je me dis que si aujourd'hui, moi qui suis inspirée par tant de gens admirables, par leur qualité de cœur, parce que je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin de gens qui nous inspirent, parce qu'ils sont, et ben si moi je peux un petit peu faire ma part avec l'histoire que j'ai, et que ça peut aussi permettre à d'autres de se dire oh, elle le fait, alors on y va, eh bien je dis tant mieux. C'est peut-être la boucle de l'engagement, c'est-à-dire que vous avez toujours été quelqu'un d'engagé aux autres. Oui. C'est pas un engagement qui est nouveau, et finalement quelque part cet engagement il vous a rattrapé, c'est-à-dire que vous l'avez dit, on est venu le chercher, mais parce qu'en fait les gens avaient aussi besoin de venir vous aider et de venir vous porter, donc c'est peut-être cet engagement qui vous a finalement qui est revenu à vous en boomerang. Oui, je pense que les Lyonnais m'ont tellement donné d'amour, mais vraiment, je pense, on était 1000 à la cathédrale Saint-Jean, c'était fou, je pense que c'est inoubliable dans tous les sens du terme. 1000 personnes qui sont venues pour nos enfants, ils m'ont beaucoup donné. On a été très soutenus, on est toujours très soutenus. Iris et Warren, tout le monde sait qui ils sont. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie et j'ai besoin de rendre. Et si j'ai la capacité de le faire, la détermination, la motivation à faire que Lyon puisse changer en mieux, avec des valeurs d'altruisme réel, de bienveillance, de sécurité, eh bien, je vais le faire, en fait. Je serai au rendez-vous. Oui, parce que on l'a pas encore dit, mais finalement, de ce drame personnel qui vous est arrivé et de la prise de parole que vous avez dû avoir pour un certain nombre de raisons, mais en fait, vous en avez fait un combat pour les Lyonnais, pour la mise en sécurité de l'ensemble des Lyonnais, parce que aujourd'hui, en fait, l'aménagement sur lequel l'accident de vos enfants s'est produit pose problème, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup d'accidents mortels, hein, d'ailleurs, il n'y a pas eu que vos enfants, il y a eu d'autres morts, malheureusement. Oui. Et donc, finalement, vous l'avez aussi transformé en prise de parole publique pour pouvoir, finalement, défendre les Lyonnais, c'est ça l'idée ? C'est absolument ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, il faut que cela bouge, il faut qu'aux endroits qui sont identifiés comme les lieux les plus accidentogènes de la métropole, il faut que les élus prennent leurs responsabilités. Et ils ne le font pas aujourd'hui, selon vous ? Pas assez vite. Est-ce qu'ils prennent la mesure de ce qui s'est passé ? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas, en fait, finalement. Je pense que, vous savez, Alexandra, il y a les mots, il y a les actes. Moi, ma fille est morte. Warren est mort, la petite Camille est morte au même endroit. Les morts s'entassent, les accidents s'accumulent dans un endroit où la situation n'est pas réglée. Moi, c'est tout ce que je dis, et c'est tout ce que j'ai envie de dire aussi aux politiques. Vous avez le pouvoir d'agir, mais soyez à la hauteur. Mais soyez au rendez-vous pour les Lyonnais. Soyez au rendez-vous pour les Lyonnais. Soyez cohérents.
Vous dites que la sécurité, c'est la priorité. Sur cet endroit-là, faites quelque chose, vous pouvez le faire. Je trouve que c'est insupportable d'attendre encore 1 an que des travaux se fassent. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas aller au bout de leur projet, qui ont peut-être aussi des combats à mener, mais qui ne savent pas comment le livrer? Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes qui nous regardent? Mais je crois que je leur dis que c'est possible déjà. Je crois que j'aimerais leur dire qu'elles sont déjà beaucoup plus loin que là où elles pensent être, très clairement, qu'elles sont par nature courageuses, persévérantes et résilientes, et qu'il faut leur dire qu'elles sont admirables. Je crois que ça commence par là. C'est pas un conseil, c'est un constat. C'est un constat que je fais. Les femmes sont formidables, elles sont admirables. Et si vous étiez en responsabilité, si demain vous occupiez des fonctions importantes dans l'espace public, si je sais pas, vous étiez nommée maire ou présidente de la République ou ministre, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, plus écoutées autour de tables où se prennent les décisions dans l'espace public? Moi, je pense à 2 choses en fait. La première chose, c'est peut-être quelque chose de fond. Pour revenir à ce que je dis, je pense que si aujourd'hui je suis capable de prendre la parole, d'être engagée publiquement, c'est parce qu'en fait je suis une femme qui est sécurisée. Et je crois qu'en fait ça commence par là. Ça veut dire que pour qu'une femme puisse prendre sa place et tout son potentiel dans l'espace public, il faut que chez elle et dans le milieu professionnel, elle se sente en sécurité. Et il y a beaucoup à faire aujourd'hui pour protéger les femmes, pour faire en sorte que les femmes puissent se déployer. Je crois que ça n'a pas de sens. Sinon, les femmes qui arrivent dans l'espace public, souvent, elles sont hyper militantes, hyper engagées, très en colère. Trop radicalisées. Très radicalisées. Parce que aussi, elles n'ont plus le choix. Et c'est une manière de se faire entendre, et c'est juste. Mais toutes ces femmes, toutes les autres femmes, si elles étaient mieux accompagnées sociétalement, chez elles, dans le milieu professionnel, parce que là, on a encore tellement de difficultés, tellement de choses à régler. Ces femmes-là, elles auraient la place, elles auraient le temps, et elles ont le potentiel et la ressource pour prendre plus de place dans des fonctions plus importantes. Et je crois que ça commencerait vraiment par là. Il faudrait commencer au début, en fait. Et peut-être de manière un peu plus pragmatique, je crois que je reposerais la question de la parité. C'est-à-dire remettre des quotas? Ah non, c'est pas ça. C'est que je me dis, on est quand même plus de 50%. Il y a plus de 50% de femmes, me semble-t-il, dans le monde. 52%, je crois. On est d'accord. Donc en fait, majoritaire. Ce quota déjà ne marche pas, même en termes de pourcentage. Et je crois que il ne permet pas à cette femme de sortir dans l'espace public. Il protège finalement sacrément les hommes, ce quota. C'est, je crois, une sorte de protection. Et je crois que si on repensait la question de la parité, on permettrait à d'autres femmes d'émerger, à se dire, oui, en fait, c'est possible, et c'est pas forcément que des postes de second rang, d'être des adjointes, etc. Non. Moi, je crois que repenser la parité avec une logique naturellement plus en phase avec la réalité de la société, où nous sommes plus nombreuses, serait un grand pas. Donc j'ai l'impression que vous venez de lancer un appel à prendre le pouvoir à toutes les femmes, là. Mais peut-être pour une société, je crois, plus bienveillante, plus inclusive. Je crois qu'avec des valeurs féminines, je pense que la douceur fait beaucoup et qu'on en aurait vraiment besoin aujourd'hui. Et qu'elle n'enlève rien à la détermination. Absolument. Merci beaucoup, Laure, d'être venue partager avec nous ce Café des Lyonnes ce matin. Merci, avec Alexandra. Plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que ça vous aura plu, j'en suis même assez certaine. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine.